Alors, on va commencer la matinée par une pathologie fréquente, la fissure anale. Alors, on connaît tous les débats sur le traitement chirurgical de la fissure anale, mais y a-t-il un traitement médical de la fissure anale? C'est la question à laquelle va répondre Anne-Laure Rancien de notre service de proctologie. Merci, bonjour à tous. Donc je suis Anne-Laure Rancien, je suis médecin dans le service et je suis là donc, pour vous parler de fissure anale et plus spécifiquement de son traitement médical. Donc la fissure anale, c'est une entité vraiment à part entière. Vous allez avoir une déchirure de l'anoderme, principalement au niveau du pôle postérieur, qui est une zone de fragilité, qui va être souvent secondaire à une selle dure et va s'en suivre une contracture de l'anus, une hypertonie réflexe du sphincter anal et qui va induire la pérennisation de cette fissure. Donc c'est vraiment une entité à part, c'est à ne pas confondre avec les ulcérations canalaires spécifiques, infectieuses, mais encore inflammatoires en haut de la diapositive ou tumorales. Il va y avoir un cut-off à 6 semaines pour les fissures aiguës ou chroniques, mais vous verrez que globalement sur le traitement médical c'est pareil. Donc déjà, est-ce qu'il existe un traitement médical ? Oui, parce qu'on veut éviter la chirurgie. Pourquoi ? Parce qu'une fissurectomie, c'est quand même 1 mois avant d'arrêter d'avoir mal ou de saigner, et 2 mois pour cicatriser totalement. Et quand on regarde les données de la sphinctérotomie latérale interne, qui a des suites peut-être un peu plus simples, il y a quand même un inconvénient majeur, c'est l'incontinence anale post-opératoire, qui reste faible. Dans les études récentes, on est à 3%, mais voilà, qui est quand même à noter. Donc, on a envie de traiter médicalement d'abord. Et il n'y a pas que moi qui le dis, il y en a aussi nos confrères américains, puisque les recommandations récentes de 2022 précisent que le traitement médical est sûr et doit être le traitement de première intention. Alors, bien sûr, pour les fissures infectées, avec une fistule sous-jacente, une induration sous-fissuraire, ou les fissures hyperalgiques, malgré palier 2 et laxatif, un traitement médical bien conduit, la chirurgie d'emblée est indiquée. Alors, qu'est-ce qu'on a comme traitements médicaux à disposition ? On a d'abord le traitement médical non spécifique, avec les laxatifs, les antalgiques, les topiques cicatrisants, et les traitements médicaux spécifiques qui, eux, vont avoir un effet myorelaxant sur le sphincter, avec pour but, du coup, une diminution de la contracture du sphincter anal et une restauration de la vascularisation de la zone pour obtenir une cicatrisation. Donc, on en a plusieurs types. On a déjà les dérivés nitrés, avec la forme commercialisée qui est le rectogésique du trinitrate de glycérine. Nous avons les inhibiteurs calciques qui a été commercialisé récemment en 2022 avec la nifexine, nifedipine plus lidocaïne, et la toxine botulique qui est un petit peu à part, mais dont je parlerai quand même. Alors, sur le traitement médical non spécifique, finalement, il n'y a pas beaucoup d'études. Il y a cette étude des années 80 qui était intéressante parce qu'elle a montré qu'après un premier épisode de fissure aiguë, un régime riche en fibres et des bains de siège obtenait des taux de cicatrisation de près de 90% supérieurs aux topiques d'hiver. Et les auteurs faisaient l'hypothèse en fait, de celles plus volumineuses qui allaient avoir un effet de dilatation sur le sphincter et des bains de siège qui avaient un effet relaxant. Donc on reste dans cette logique. Toutefois, les auteurs montraient que dans 68% des cas, donc un taux très important de récidive dans l'année, si le transit n'était pas régulé. Donc je pense que vraiment, le message de cette étude, c'est le transit il doit être régulé au long cours, que ce soit par des mesures hygiéno-diététiques, des laxatifs, mais voilà, c'est fondamental dans l'absence de récurrence. Alors, pour les traitements médicaux spécifiques, on a un peu plus de données. Donc là, on va commencer par les dérivés nitrés. Les études montrent que les dérivés nitrés sont supérieurs au placebo, avec une chance de cicatriser de près de 2 fois par rapport au placebo, au prix néanmoins de céphalées quand même assez importantes, presque 3 fois plus de céphalées. Donc effectivement, dans cette étude, on va voir jusqu'à presque 30%, 28% de céphalées avec les dérivés nitrés. Donc les recommandations américaines recommandent donc d'utiliser les dérivés nitrés, certes, mais les céphalées peuvent limiter leur efficacité. Alors, on va aussi avoir les inhibiteurs calciques. Là, je vous présente un petit peu des études où ils ont été traités
testé contre la forme orale. Alors la forme orale qu'on n'utilise pas, dont je ne parlerai pas, mais il montre néanmoins une efficacité très nettement supérieure de la forme topique, avec des taux de fissures cicatrisées très intéressants, avoisinant les 80%. Donc les inhibiteurs calciques, ça marche. Alors si les deux marchent, qui ont choisi? Donc ça, c'est une très belle étude qui a comparé les deux traitements. Et on voit qu'il n'y a pas de différence. Alors, une petite tendance pour les dérivés nitrés, mais on voit qu'il y a, en tout cas, c'est pas significatif, pas de différence d'efficacité entre les deux traitements. On obtient dans à peu près le même taux de cicatrisation. Ce qui va être différent, c'est bien sûr les céphalées. On en a parlé, un taux très nettement supérieur dans le groupe dérivés nitrés. Et surtout, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le délai avant chirurgie. Donc dans le groupe dérivés nitrés, on a un délai de chirurgie d'à peu près 5 semaines versus 9 semaines pour le groupe inhibiteur calcique. Alors est-ce que c'est les céphalées qui ont limité l'usage de ces dérivés nitrés dans cette étude, puisqu'on a des taux plus importants globalement que dans la littérature en général et qu'on a une chirurgie plus rapide? Donc ça, c'est une explication. Et j'en ai une autre, c'est quand on regarde le temps moyen pour la cicatrisation de la fissure, il est d'à peu près effectivement 5 semaines pour le groupe dérivés nitrés et de près de 8 semaines pour les inhibiteurs calciques. Donc voilà, donc patience. Les deux marches, les inhibiteurs calciques semblent, d'après cette étude, prendre peut-être un peu plus de temps. Donc donnez-vous vraiment le temps du traitement médical. De toute façon, on a vu qu'après fissurectomie, c'est 2 mois de cicatrisation. Donc on a bien 2 mois à se donner pour un traitement médical efficace, sachant que c'est un traitement qui est bien toléré. Alors, les recommandations, c'est un peu ce qu'ils disent. Ils disent que comparativement aux dérivés nitrés, les inhibiteurs calciques ont la même efficacité, avec un meilleur profil de tolérance, et peuvent être utilisés en première ligne de traitement. Alors, là, je vais parler un petit peu du Botox. Donc, il est dans les traitements médicaux, de par son mode d'action. Néanmoins, c'est un petit peu différent, je vous en reparlerai. Donc déjà, la toxine botulique, est-ce que ça marche? Oui, il y a des études qui ont montré qu'il était équivalent aux dérivés nitrés et aux inhibiteurs calciques. Alors, pourquoi c'est un traitement un peu à part? Parce que quand on regarde la partie... Là, c'est une étude de pratique américaine. Et quand on regarde ce que j'ai entouré en bas, on va voir qu'il y a moins de 10% des patients qui auront une anesthésie locale simple. La majorité auront une sédation plus une anesthésie locale, voire une anesthésie générale. Donc, en termes de logistique, pour le patient, c'est quand même pas pareil d'être endormi que de s'appliquer une crème. Donc voilà, sa place par rapport à ça est un petit peu différente, je trouve. Et en plus, nous, on n'a pas la MM en France. D'autre part, il y a une très grande hétérogénéité de pratiques concernant où est-ce qu'on injecte, quelle dose on injecte. Donc, il y a encore plein de choses à faire, je pense, sur la toxine botulique. Ce qui est intéressant, c'est notamment par rapport à la dose. En fait, on voit que la dose va avoir beaucoup d'importance, notamment dans les effets indésirables, puisque l'incontinence anale, c'est la complication de la toxine botulique. Alors, ce qui est très important, c'est qu'elle est transitoire et qu'elle est surtout au gaz et elle est transitoire. À 6 mois, vous n'avez plus du tout d'incontinence anale. Il n'y en a aucune de permanente dans les études. Et on voit que quand on prend une dose un peu plus faible, on tourne plutôt aux alentours de 5%, ce qui est tout à fait acceptable, mais qu'on peut monter beaucoup plus en cas de dose un peu plus élevée, ce qui paraît logique. Et une autre donnée que j'ai trouvée très intéressante, c'est que le taux de récurrence avec le Botox peut être très élevé. Vous voyez, il y a des études où on avoisine les 40-50%, donc c'est très élevé. Néanmoins, on remarque dans cette étude que quand on prend un petit peu moins, quand il y a la dose un peu plus faible, on a un taux de récurrence qui est bien moindre. Voilà, donc voilà, deux messages. En tout cas, il y a vraiment à faire sur la toxine botulique, mais sa place reste encore à déterminer. Les Américains, eux, qui ont moins ce problème d'AMM que nous, disent que la toxine botulique a des résultats comparables aux topiques en première ligne et une amélioration modeste en deuxième ligne de traitement. Donc ça concorde un petit peu. Alors, jusque-là, vous voyez que je n'ai pas fait la différence entre aigu et chronique. Il y avait des études un petit peu de l'un de l'autre, parce que globalement, vous allez réagir pareil, vous allez tester le traitement médical en première intention, qu'elle soit aiguë ou chronique. Néanmoins, c'est fondamental dans le rôle du délai de cicatrisation. Ça, c'était une étude avec des mucilages, des dérivés nitrés, des bains de siège. Et vous voyez que quand la fissure a moins d'1 mois, on est à 100% de cicatrisation. On tombe à 33% quand on est à plus de 6 mois. Donc, il faut agir vite, il faut les traiter tôt, ces malades, pour espérer les guérir au mieux avec le traitement médical. En moyenne, on retenait qu'on en guérira 1 sur 2, tout délai confondu.
Alors, qu'est-ce qu'on fait en France? Ça, c'était une étude intéressante de pratique de la SNFCP, avec un taux d'environ 200 réponses, et qui montrait que oui, les sociétaires, ça prescrivait massivement le traitement médical en première ligne. En revanche, on avait une faible prescription de traitement spécifique en première intention, comparativement à ce qu'on lit dans les recommandations internationales. On était en effet à 17% pour les dérivés nitrés et 8% pour les inhibiteurs calciques, tout ça en première ligne. Alors pourquoi on va en sens inverse de nos voisins européens et américains? Je pense qu'il y avait aussi un problème de disponibilité, c'est-à-dire que quand cette enquête a été réalisée, les inhibiteurs calciques n'étaient pas commercialisés, on n'avait que des préparations magistrales, donc faut connaître la recette, faut savoir. Et les dérivés nitrés, c'est pas loin de 70 €. Donc on peut comprendre que les praticiens dans notre système de santé aient un petit peu de réticence à le prescrire. Voilà, donc potentiellement des perspectives sur maintenant des données assez solides sur les inhibiteurs calciques et sa forme commercialisée à un prix plus abordable. Alors voilà, donc pour conclure, comment on traite, donc traitement non spécifique, toujours, antalgique, laxatif, plus ou moins inhibiteur calcique, j'espère vous avoir convaincu plutôt plus que moi. La place de la toxine botulique en deuxième ligne à peaufiner, et la chirurgie, bien sûr, si ça ne suffit pas. Voilà, donc juste quelques questionnements. Déjà, retenez l'importance de l'apport en fibres avec un transit vraiment régulier au long cours et des laxatifs au long cours s'il le faut. Il faut vraiment éduquer les patients, réguler leur transit au long cours. Est-ce qu'on ne perd pas de temps à prescrire des topiques standards? Je pense, donc peut-être prescrire plus précocement les inhibiteurs calciques, avec la réserve bien sûr des patients peu hypertoniques, parce qu'on en voit, donc dans ce cas-là on peut se poser la question du rationnel du traitement, et bien sûr de la grossesse et du postpartum, enfin des femmes allaitantes plus spécifiquement, où on ne peut pas prescrire ce traitement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Anne-Laure, c'était très clair, les messages sont, je pense, passés. Y a-t-il des questions dans la salle? On a quelques... Philippe. Alors, oui, parce que... alors, il y a des rares cas où la fissure, elle va être secondaire, ça peut être... Oh, pardon. Je m'emballe. Parfois, dans une plus faible proportion de cas, effectivement, ça peut être secondaire à une diarrhée où là, c'est complètement différent. Mais un patient qui se décrit un transit normal, je vais quand même donner des laxatifs. Déjà parce que parfois, la base de la selle est quand même dure et le patient s'en rend pas forcément compte. Donc, je pense que ça peut quand même améliorer son confort. Et ensuite, l'effet des mucilages qui vont avoir un effet un peu volumateur que décrivaient les auteurs dans cette étude des années 80, je pense que ça peut avoir son intérêt, le Spagulax, pour ce petit effet de dilatation. Voilà. Après, bien sûr, ça, c'était leur hypothèse. Moi, je pense que concrètement, les laxatifs, ça fait aussi effet parce que ça fait moins mal, parce que les selles sont plus molles, et qu'il n'y a pas que cet effet de bulking, quoi. Il y a aussi le fait d'avoir des selles plus molles, donc le macrogol peut aussi être mimé. Oui, même s'il ne se dit pas constipé, sauf les cas précis de diarrhée, là, j'ai tendance à les prescrire quand même. Deuxième question. Deuxième question. Oui, vas-y Philippe. Oui. Merci. Le pourcentage de récidive après l'arrêt des nitrés ou des calciques? Alors, le pourcentage de récidive, là, je ne l'ai plus exactement en tête. Attendez, je réfléchis. Je pense qu'on est quand même plus bas, parce que pour le Botox, on était à 40 et on était dans les études que je vous ai montrées les plus hautes. Et je crois que pour les nitrés, on est quand même plus bas, vers les 20%. C'est quand même plus bas que justement... ça récidive plus que les toutes formes de chirurgie. On est à moins de 10%, enfin, aux alentours de 10%. Mais je pense que c'est plus vers 20%. Je n'ai pas le chiffre précis, mais c'est à peu près ça. Autre question? Bonjour, Frédéric Ries de Genève. Merci beaucoup pour ce topo. Vous avez dit qu'il faut faire attention pour le Botox à ses doses dépendantes, mais vous n'avez pas dit quelle dose est la dose idéale selon vous. Et donc je suis sûr que tout le monde serait très intéressé de savoir quelle est la dose idéale et la dose maximum. Alors, moi, j'ai pas d'expérience personnelle du Botox. Là, visiblement, d'après les études, ils étaient plus pour une plus petite dose. Visiblement, la dose de 20, même 20-40 semblait être bien. Après, sur notre expérience, moi, je sais qu'on met quand même un petit peu plus. Nadia, je sais pas si tu veux en parler, et que tu as quand même des... Non ?
En tout cas, on dépasse pas 100 chez l'homme, avec plutôt 50 chez la femme. Injecté en 4 cadrans, ça c'est plutôt l'expérience du service. Après, sur la dose idéale, moi j'ai pas la réponse. Je sais pas si ceux qui en font ont la réponse de leur expérience personnelle. Moi, globalement, j'injecte 50. 50. Voilà, l'ampoule, je prends 50 et je mets 4 cc. Je fais un cc dans chaque cadran. Ok, puis on garde le reste pour le visage. Moi, je veux bien, mais ça dépend de l'infirmière qui est avec moi, en fait. Je commande 100 ou 50 selon le... Et deuxième question, mais est-ce que c'est possible de le faire en anesthésie locale sans avoir à endormir le patient, et comment c'est toléré? Alors, nous, on fait au bloc tout le temps. Après, les Américains, ils ont quand même, ils avaient 9,5% de patients qu'ils injectaient en local seul. Donc, théoriquement, c'est possible, mais il y avait quand même la majorité, près de 60%, qui avaient une petite sédation avec. C'était pas une réagée, mais ils avaient une petite sédation plus la locale. Je pense que c'est quand même la meilleure solution, dans le sens où on a des patients qui sont quand même hypertoniques. Donc, il faut faire la locale, s'exposer. C'est quand même pas très pratique. Si au final, c'est inconfortable pour tout le monde, je pense que le patient préfère une sédation légère, c'est pas si invalidant que ça. Je crois qu'il va falloir s'arrêter là. Ouais. Désolé, je sais qu'il y a encore beaucoup de questions, il y en a sur Amine le fil. avait une petite remarque. Mais bon, alors une dernière. Amine. Juste en fait pour rebondir, pour le Botox, on utilise pour les syndromes du releveur de l'anus, on le fait en consultation. La consulte de douleur, c'est le docteur Bautran qui le réalise. Donc je pense que c'est largement faisable, mais c'est un problème de remboursement. C'est pour cela on est contraint de le faire au bloc opératoire. Sinon, ça sera un séjour, en fait, c'est comme un ambulatoire, en fait, en consultation. Mais il n'injecte pas tout à fait au même endroit. Hein. En fait, c'est au niveau du releveur, donc c'est un peu plus profond. Oui, mais du coup, je pense que sur mais là, tu veux vraiment... Pour le sphincter, c'est encore plus superficiel, donc c'est encore plus facile. Ouais. Il ne faut pas dépasser les 100 unités. Tu as des patients qui sont quand même très hypertoniques. Mais pourquoi pas? Franchement, ça a tenté. Oui. Et j'ai jamais tenté pour la fissure anale. De toute façon, on n'a pas la MM, donc je pense que ça pourrait être vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, en France, on n'a pas suffisamment de place pour ça et c'est dommage. Bien, je crois qu'il faut arrêter la discussion. Merci beaucoup, Anne-Laure.